C'est vraiment un coup de tonnerre politique. Non, ça n'est pas la police qui tue, c'est l'extrême gauche qui tue. On a un taré à la tête de l'État, là. Personne ne veut soulever des palettes, tout le monde veut sa retraite. C'est scandaleux! Je suis à la fois écœuré et blessé. Bon, on va pas se mentir. En ce moment, suivre toute la politique française, là, c'est devenu quand même sacrément épuisant. On en est à un niveau de bordel qui est quand même assez inédit. Donc si tu te sens un peu largué par ce qui se passe depuis quelques semaines, honnêtement, je vais pas te jeter la pierre, bien au contraire. Parce qu'en vrai, entre nous, comment tu veux réussir à tout suivre de A à Z sans que ça te plombe complètement le moral, quoi. On a eu une dissolution de l'Assemblée sortie de nulle part. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Un Premier ministre, Michel Barnier, censuré après à peine quelques semaines, François Bayrou qui sort du jeu, et pompon sur la Garonne, Sébastien Lecornu qui démissionne de Matignon à peine 14 heures après avoir été nommé. 14 heures, c'est même pas un stage d'observation à ce niveau-là, quoi. Et pendant ce temps-là, Bruno Retailleau refuse son poste avec un petit tweet sympatoche le soir même. Alors pour nous, qui regardons ça depuis notre canapé, le sentiment il est quand même le même partout, on a juste l'impression que ces tensions permanentes créent un gros décalage. D'un côté, on a des institutions qui restent bloquées par des désaccords politiques profonds, et de l'autre côté, on a des enjeux majeurs, comme la dette publique, ou juste le quotidien des Français, en fait, tout simplement, qui attendent des réponses concrètes. Alors c'est pour ça qu'en ce moment, il y a toujours une petite musique qui revient en boucle, et c'est toujours le même refrain. Il faut abolir la 5ème République. On nous vend la 6ème République comme le bouton reset ultime, et pour beaucoup, c'est devenu vraiment la solution logique pour sortir de l'impasse. En fait, l'idée, ce serait de changer les règles pour que le système se remette à fonctionner correctement. Mais en vrai, est-ce que c'est vraiment juste la Constitution de 58 qui est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait offrir, ou est-ce que c'est notre manière de faire de la politique qui s'adapte plus vraiment aux règles actuelles? Parce qu'on se dit que si on change les règles du jeu, les joueurs ils arrêteront forcément de faire n'importe quoi. Mais est-ce que c'est vraiment le système en lui-même qui bug, ou est-ce que c'est les politiciens qui ont réussi à casser la manette? Eh ben écoute, aujourd'hui on va sortir de l'agitation immédiate. Je te conseille de prendre ton petit café ou ton petit thé, parce qu'on va reprendre les bases pour comprendre pourquoi cette 5ème République a été construite comme ça. Comment elle a réussi à stabiliser la France pendant 70 ans quand même, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'elle atteint toutes ses limites? Et surtout, est-ce que la fameuse 6ème République, elle est nécessaire ou plutôt très risquée? On pose tout à plat. Bon, avant de chercher à comprendre pourquoi ça bloque aujourd'hui, on va faire un petit arrêt, parce qu'on emploie clairement le mot politique à toutes les sauces, mais en vrai, ça peut être cool de reprendre un petit peu les vraies bases, et c'est ok si t'avais pas écouté en cours à l'époque, il est jamais trop tard pour se rattraper. Concrètement, à la base, la politique, c'est juste l'art de gérer la cité, c'est le système qu'on a inventé pour décider ensemble de comment on répartit les richesses, comment on s'organise pour les sujets principaux de la société, donc les écoles, la santé, les retraites, etc. En gros, tu peux voir ça un peu comme un genre de mode d'emploi pour éviter que ce soit la loi du plus fort et qu'on vienne se taper dessus dès qu'on n'est pas d'accord. Et dans notre pays, on vit en république. Ça, c'est un point important quand même, parce qu'une république, c'est une forme de gouvernement où le chef de l'État n'est pas là par héritage. Donc ça veut dire qu'il n'est pas au pouvoir parce qu'il a eu le bon sang ou qu'il est le fils d'un ancien président ou quoi. Il est élu. Mais attention quand même, parce que le fait d'être élu, ça veut pas dire avoir tous les droits. Pour que ça fonctionne sans déraper, on a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. C'est un trio qu'on doit tous avoir en tête quand même. Et d'abord, on a le pouvoir législatif. C'est un pôle, entre guillemets, qui est représenté par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Et leur job, en gros, à eux, c'est de faire la loi, quoi. Ils discutent, ils proposent des textes et ils votent le budget. Donc ils décident de comment et utiliser l'argent des impôts, en gros. Et c'est ici que se décident les grandes règles de notre société. Ensuite, on a le pouvoir exécutif. Donc là, on parle du président de la République et du gouvernement. Donc le Premier ministre et ses ministres. Et comme son nom l'indique, leur rôle, c'est d'exécuter les lois. Ils sont là pour mettre en musique et appliquer vraiment concrètement ce que le Parlement a voté un peu plus tôt. Et enfin, il y a le pouvoir judiciaire qui est composé de juges et de tribunaux. C'est le gardien du système, du coup il vérifie que tout le monde respecte les règles, que ce soit vous, moi ou même les hommes politiques eux-mêmes. Et pour coordonner tout ce
ce beau monde, on a une organisation très précise, la pyramide des normes. D'ailleurs, je te conseille de bien retenir cette image parce qu'elle est très importante. C'est la base d'énormément de choses dans notre pays aujourd'hui. Tout en haut, au sommet, il y a la Constitution. C'est un petit peu le texte sacré, le socle de tout. Et d'ailleurs, c'est un document qui est très difficile à modifier et en vrai, c'est un peu fait exprès quand même. C'est histoire de dire les gars, on va pas non plus changer les règles tous les 4 matins, quoi. Et par exemple, tu avais sûrement entendu parler de l'inscription de la liberté à recourir à l'IVG dans la Constitution en 2024. À l'époque, ils avaient fait ça parce que en la mettant au sommet de la pyramide, on s'assure qu'aucune loi future pourra revenir en arrière ou supprimer ce droit. Sauf si on dégage la Constitution, du coup. Mais en gros, voilà quoi. C'est le niveau de protection maximale et c'est pour ça que ça avait fait autant de bruit à l'époque. Parce que c'est une putain de galère de la modifier quand même. Ensuite, en dessous, on a les traités internationaux. C'est là qu'on retrouve par exemple le RGPD, donc le Règlement Général sur la protection de tes données sur Internet. Et ça, c'est un texte qui est européen. Une règle, si tu préfères, qui est décidée au niveau de l'Union européenne et qui s'impose donc à la France. Donc si la France voulait faire passer une loi pour autoriser par exemple la vente de tes données privées sans ton accord, eh ben elle pourrait pas. Parce qu'elle doit d'abord respecter le traité qui est au-dessus. Ensuite, encore en dessous de notre pyramide, on a les lois. Ça, pour le coup, tu t'en doutes, c'est un peu le niveau le plus connu, donc on va pas y passer 100 ans, mais voilà, en gros, c'est les règles qui sont votées par le Parlement, qui s'appliquent à tout le monde. Et enfin, tout en bas de notre pyramide, on retrouve les règlements et les décrets. C'est un peu le détail technique. Par exemple, s'il y a une loi qui va dire il faut réduire la pollution plastique, et bien en dessous il y aura un décret en dessous de notre pyramide qui va lister précisément quels objets sont interdits, donc comme les pailles en plastique ou les couverts jetables par exemple. C'est très vulgarisé, hein, mais voilà, c'est pour aider à comprendre un petit peu quoi. Alors du coup, pourquoi je t'explique tout ça? Et bien parce que changer de république, ça veut dire changer le sommet de cette pyramide, la Constitution, et forcément changer aussi tout ce qui en découle. C'est pour ça que c'est un sujet aussi important. Changer de république, c'est changer le système d'exploitation de la France. Et si on en est là aujourd'hui à se demander s'il faut passer à une version 6.0, c'est parce que notre version actuelle de la 5e République, elle est née quand même dans des conditions vraiment très particulières, presque dans l'urgence. Parce que oui, pour analyser la situation actuelle, il faut quand même comprendre le contexte de rupture qu'a donné naissance à nos institutions. À ce moment-là, on est en 1958 et la France vit sans le savoir les derniers mois de la 4e République. Alors contrairement à ce qu'on vient de voir, à cette époque, le régime est strictement parlementaire. Ça veut dire que dans cette configuration, le pouvoir est presque intégralement concentré entre les mains des députés. Le président de la République, pour le coup, il exerce une fonction qui est plutôt honorifique, ce qu'on appelait familièrement inaugurer les chrysanthèmes. En gros, ça veut dire qu'il est là pour représenter l'État, donc pendant les cérémonies ou des trucs comme ça, mais en vrai, il dirige pas beaucoup quoi. Donc bref, tout ça pour dire que le problème majeur de ce système, c'est l'instabilité gouvernementale chronique. Déjà, à l'époque, il n'y a pas de majorité solide et les partis renversent le gouvernement à la moindre crise. Entre 1946 et 1958, la France voit défiler 22 gouvernements en seulement 12 ans. Donc forcément, ça paralyse le pays et cette paralysie politique, c'est ce qui rend la France incapable de gérer son dossier le plus brûlant, la guerre d'Algérie. Et donc le 13 mai 1958, il y a le point de rupture qui arrive à Alger. Les partisans de l'Algérie française, donc c'est-à-dire les civils français qui sont installés sur place, donc les pieds noirs quoi, et une partie de l'armée craignent que le gouvernement, qui est à Paris, finisse par négocier l'indépendance de l'Algérie. Et ça les gars, ils sont pas du tout d'accord avec l'idée. Donc il y a une petite manifestation qui se met en place et qui dégénère un petit peu quand même, puisque ça débouche sur l'assaut du bâtiment du gouvernement général. Et là, il y a un petit groupe de personnes, plus précisément un comité de salut public, qui est créé sur place. Et ce groupe dit que, en gros, il reconnaît plus l'autorité de Paris et exige, en quelque sorte, le retour du général de Gaulle au pouvoir. Et la menace, elle est quand même très concrète, parce que l'armée prépare l'opération Résurrection. C'est un plan qui prévoit l'envoi de parachutistes sur Paris pour tout simplement prendre le contrôle des lieux de pouvoir. Donc là, c'est un peu la merde quoi. La France, elle est techniquement au bord de la guerre civile et c'est donc dans ce climat de pistolet sur la tempe que Charles de Gaulle sort de sa retraite qu'il avait prise en 1946. Il accepte de revenir pour stabiliser la nation, mais par contre, il impose une condition qui est non négociable, c'est la rédaction d'une toute nouvelle constitution. Il veut un système qui serait taillé pour un chef de l'État fort et capable de décider sans être renversé tous les 6 mois. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé
avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Sur le papier, c'est bien beau tout ce qu'il nous dit, le Charles. Donc il se présente un peu comme un héros de la nation, mais en réalité, cette arrivée au pouvoir divise quand même profondément la classe politique. Pour ses partisans, il est le grand sauveur, mais pour ses opposants, donc menés notamment par François Mitterrand, c'est clairement un coup d'État quoi, qui s'appuie sur la pression militaire du coup. Et d'ailleurs, Mitterrand dénoncera plus tard ce régime comme un pouvoir personnel excessif. Mais seulement voilà, le 28 septembre 1958, le projet de constitution est soumis aux Français par la voie du référendum. Et le résultat est sans appel, on est sur 82,6% de oui. Donc, par le biais de ce vote, les citoyens valident directement la fin de la 4ème République et du coup, le centre de gravité du pouvoir, il va officiellement basculer, donc quitter le Parlement pour s'installer à l'Élysée. Et la France assiste alors au début d'un système conçu pour la stabilité, mais qui, comme on va le voir, t'inquiète, a été taillé spécifiquement pour la stature d'un homme de crise. Maintenant qu'on sait dans quel bordel elle est née, faudrait peut-être voir comment elle fonctionne. La 5ème République, c'est ce qu'on appelle un régime semi-présidentiel. C'est un genre de mélange qui est assez unique parce que d'un côté, on a un président très fort, comme aux États-Unis, mais de l'autre, on a un Premier ministre qui peut être renversé par le Parlement, comme au Royaume-Uni. C'est un équilibre un peu instable, et pour comprendre pourquoi il penche autant d'un côté aujourd'hui, il faut s'arrêter sur une date clé, 1962. Vous élirez votre président au suffrage universel. À la base, quand De Gaulle fait son grand retour, le président, en fait, il n'est pas élu par les citoyens, mais par ce qu'on appelle un collège de 80 000 notables. Donc ça inclut en gros les maires, les conseillers généraux, les députés, etc. Mais en août 1962, il y a un événement qui va tout précipiter, c'est l'attentat du Petit Clamart. En fait, De Gaulle échappe de très près à des tirs de mitraillette contre sa voiture. Et donc après cet attentat, il prend conscience, le mec, que le fait d'être président de la République, ça suffit pas quand même pour être immortel, et donc il dit que si le président venait à disparaître, le système de la 5ème République pourrait s'effondrer. Parce que c'est quand même un système qui est encore très récent, et donc fragile, et pour ça, pour bétonner un petit peu l'institution, il décide que le président doit désormais être élu au suffrage universel direct. Toi, en tant que citoyen, tu votes directement pour la personne que tu veux voir au pouvoir. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Et à l'époque, il fait ça parce qu'il part du principe que, en étant élu par tous les Français, le président tire sa force directement du peuple. En gros, il dépend plus de partis politiques ou des notables dont on parlait tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la lecture gaullienne de la Constitution. Le président devient la clé de voûte de tout le système. Mais attention, parce que ce changement a aussi provoqué une énième crise politique. À l'époque, il y a presque tous les partis qui étaient contre. Parce que ils y voyaient un risque de dérive vers un pouvoir personnel beaucoup trop fort. Bon, De Gaulle a quand même dû dissoudre l'Assemblée pour imposer son nouveau référendum, et finalement, les Français l'ont de nouveau suivi avec plus de 62% de oui. Et d'ailleurs, ce passage-là de l'histoire, c'est ce qu'on appelle le Big Bang de la 5ème République. Parce que à partir de ce moment-là, le président, c'est pas l'arbitre en gros qui va être au-dessus de la mêlée, il va devenir le chef incontesté de la majorité politique. C'est ce qui lui donne cette légitimité quand même immense face aux 577 députés, de dire concrètement qu'il est le seul qui représente la nation tout entière. Et c'est cette force-là qui redéfinit totalement la répartition des rôles. Et pour bien visualiser comment fonctionne cette hiérarchie au quotidien, faudrait imaginer la France comme un genre de navire. Donc dans ce navire, le président c'est capitaine de haute mer. C'est lui qui fixe le cap. Et comme c'est l'élu du peuple, c'est lui qui va gérer les dossiers vraiment de prestige, tu vois. Donc la diplomatie, la place de la France dans le monde et le commandement des armées. Mais surtout, il a une arme atomique politique pour s'assurer que personne va venir lui barrer la route, c'est le droit de dissolution. En fait, à tout moment, il peut renvoyer tous les députés chez eux et provoquer de nouvelles élections. Exactement comme Emmanuel Macron l'a fait en juin 2024. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et donc juste en dessous, on a le Premier ministre. Toujours dans notre exemple du navire, lui, ce serait le chef mécanicien en gros. Il est dans la soute, il gère toute la technique, les dossiers un peu plus compliqués, et surtout, c'est lui qui va au front devant le Parlement pour un peu essuyer les plâtres, tu vois. Et c'est pour ça qu'on l'appelle souvent le fusible.
si la machine politique surchauffe ou si le peuple est trop en colère, le président, il peut changer de fusible. Et enfin, on a le Parlement, donc l'Assemblée et le Sénat, et eux, ce seraient genre les contrôleurs du navire, j'imagine. Ouais, je sais, l'exemple là, il est pas ouf, donc on va dire que c'est la fin de la métaphore, ok? Le Parlement, comme on le disait au début de la vidéo, leur job c'est de voter les lois et tenir les cordons de la bourse. Et leur seule arme pour riposter face au capitaine, c'est la motion de censure. S'ils s'allient, ils peuvent renverser le mécanicien, donc le gouvernement. Et ça, c'est ce qu'on a vu avec le Premier ministre Michel Barnier. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. La séance est levée. Mais du coup, tu vas me dire, si le Parlement il peut renverser le gouvernement, comment fait le président pour garder le contrôle? Et ben c'est là qu'intervient le bug de l'an 2000. En fait, pendant 40 ans, il y avait un genre d'équilibre quand même, parce que le président il restait au pouvoir 7 ans et les députés, eux, c'était 5 ans. Et comme les élections, du coup, elles étaient un peu en décalé, ça arrivait souvent que le peuple change d'avis entre les deux et qu'ils élisent une assemblée d'opposition. Et donc le président, il était obligé de partager le pouvoir. C'était de la cohabitation quoi. Mais en l'an 2000, on a voulu un peu simplifier les choses et donc on a réduit le mandat présidentiel à 5 ans. Et du coup, on a aligné le calendrier des élections. Et c'est ici que le système bascule un petit peu dans ce que beaucoup appellent la monarchie républicaine. En organisant des élections législatives juste quelques semaines après l'élection du président, eh ben on a créé un effet d'entraînement automatique. Parce que les Français, par logique, ils donnent généralement une majorité aux présidents qui viennent tout juste d'élire. Sauf que du coup, l'Assemblée nationale, qui devait à la base être un contre-pouvoir, s'est transformée pendant 20 ans en une chambre d'enregistrement. Les députés, qui étaient un peu élus grâce à l'image du président, eh ben ils lui obéissent un petit peu au doigt et à l'œil quand même, et donc le capitaine se retrouve avec tous les boutons du navire. Le peuple derrière lui, l'armée sous ses ordres du coup, et un parlement qui conteste pas grand chose. Sauf que ce système il a une faille quand même, un peu invisible. Il part du principe que le président aura toujours une majorité. Et tu vas voir que si le moteur de notre fameux bateau commence à fumer aujourd'hui, c'est parce que pour la première fois sous la 5e République, ce mécanisme automatique s'est enrayé. Notre premier problème, c'est l'éclatement de la vie politique. La 5e République a été pensée pour le fait majoritaire. En gros, on a créé un système qui favorise deux grands blocs, la gauche contre la droite, pour qu'à la fin, il en reste qu'un. À la fin, il n'en restera qu'un. Un peu comme aux États-Unis. Les démocrates contre les républicains, et à la fin, il y en a un des deux qui gagne. Mais en arrivant au pouvoir, Emmanuel Macron, il a dit: fuck les gars, moi je vous emmerde, je suis pas à gauche, je suis pas à droite, je suis au centre. Et du coup, à l'époque, les Français, ils étaient vraiment satisfaits pleinement d'aucun des deux partis, donc ils se sont dit, ok, le centre, j'ai l'impression que ça coupe la poire en deux, pourquoi pas? Mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 3 blocs de taille plus ou moins égale. Le nouveau Front Populaire, le Bloc Central et le Rassemblement National, qui se regardent un petit peu en chien de faïence, tu vois. Presque naïvement, j'ai envie de dire, on pourrait penser qu'une genre de coalition ou une entente entre le centre, la droite ou la gauche, etc., ce serait la solution logique. Mais c'est là que le piège de la 5e République se referme. En France, notre système va pas favoriser le compromis avant le vote, mais plutôt la bataille pendant le vote. Parce qu'en vrai, regarde ce qui s'est passé concrètement avec les derniers budgets, 2025-2026. C'est pas que les députés ils refusent de voter par pur entêtement, mais en fait on assiste à un phénomène de dénaturation des textes. Si on prend l'exemple du budget, du coup, le gouvernement arrive avec son projet de budget. À l'Assemblée, comme il n'y a pas de majorité vraiment précise, chaque bloc, donc NFP, RN, etc., ajoute des centaines d'amendements pour imposer sa vision des choses. Donc par exemple, des taxes massives sur les super profits, ou la suppression des budgets européens. Et du coup, en ajoutant tout ça, le texte devient un monstre politique, c'est-à-dire qu'il ressemble plus du tout au projet du gouvernement à la base, et donc il devient inacceptable pour chaque parti individuellement parlant. Et le résultat, c'est qu'à la fin, tout le monde finit par voter contre le texte final, mais pour des raisons opposées. Parce que plutôt que d'essayer de s'entendre sur un compromis raisonnable, les partis utilisent l'Assemblée comme une genre de tribune pour montrer un peu leurs muscles. Alors encore une fois, c'est quand même très simplifié, mais c'est pour que t'aies l'idée quoi. Au milieu de cette petite guerre de position, les sujets de fond, donc comme la crise du logement ou le financement des hôpitaux, ça reste bloqué dans des tiroirs. Donc en fait, on vote plus
pour une solution, on vote contre la vision du voisin. Et c'est ce blocage arithmétique qui rend la France, aux yeux de beaucoup d'observateurs, quasiment ingouvernable aujourd'hui. Et donc c'est là qu'on arrive au deuxième symptôme, c'est l'abus des outils d'urgence. Comme le gouvernement en fait a plus de majorité automatique et que du coup aucun parti arrive à se mettre d'accord, et ben le gouvernement utilise la Constitution comme un bouclier. On a vu une utilisation quasi industrielle du 49.3. Pour rappel, c'est l'outil en gros qui permet de faire passer un texte, souvent le budget ou la réforme des retraites, sans forcément voter. Sauf si les députés réussissent à renverser le gouvernement. Et sous les gouvernements Borne ou Barnier par exemple, ou même d'ailleurs plus récemment le Cornu, parce qu'on en parle un peu moins, mais il y est pas allé avec le dos de la cuillère non plus, et bien en fait on est passé d'un outil d'exception à utiliser juste en cas d'extrême urgence à une méthode de gouvernement. Et le problème c'est que ça crée un sentiment d'injustice. Parce que le peuple a l'impression que peu importe pour qui il va voter, le président il va toujours finir par imposer sa volonté via des articles techniques. Donc en fait le Parlement c'est pas vraiment là pour débattre, mais plus pour venir s'afficher et jouer un rôle entre gros guillemets, puisque de toute façon on connaît déjà la fin de l'histoire, c'est le 49.3. Un peu comme au théâtre finalement. Et ce théâtre justement, il est devenu assez violent, on l'a vu avec les débats récents, on n'est plus dans la confrontation d'idées, dans le débat sain, mais dans le clash permanent en fait. C'est ce qui explique les tensions au sein même des ministères. Mais la question que j'ai envie de poser du coup, c'est pourquoi est-ce que tout ça, là, c'est si grave aujourd'hui? Et ben en fait c'est à cause du mur de verre. C'est la dette publique. Aujourd'hui, la France dépasse les 3500 milliards d'euros de dette. Sauf que cette fois, on ne peut pas vraiment faire semblant, tu vois. Chaque année, en fait, la France doit payer des dizaines de milliards d'euros uniquement pour régler les intérêts de ce qu'elle a emprunté. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'un des plus gros budgets de l'État devant l'éducation nationale ou la défense. C'est de l'argent qui part directement dans les poches des créanciers au lieu de venir financer nos écoles, nos hôpitaux. Et ensuite, il y a le risque de panique financière du coup. Parce que si les marchés perdent confiance parce que notre assemblée elle est incapable de voter un budget un petit peu crédible, et les taux d'intérêt ils grimpent et là c'est l'effet boule de neige parce que emprunter coûte plus cher, la dette gonfle encore plus vite et le pays risque de se retrouver en situation de défaut ou sous la tutelle d'organismes internationaux. Et pour l'instant, on n'en est pas là quand même, mais c'est quand même là que le piège peut se refermer. Et pour éviter ce scénario, il n'y a que deux leviers. Soit on augmente massivement les impôts, soit on coupe drastiquement dans les dépenses publiques. Et comme les trois blocs à l'Assemblée, ils ont des visions diamétralement opposées sur qui doit payer la facture, le pays est à l'arrêt. Bon, on y est. On a vu les fissures, on a vu le blocage. Maintenant, posons-nous la question que beaucoup de constitutionnalistes et de citoyens se posent. Et si, au lieu de s'acharner à réparer le moteur de 1958, on changeait plutôt de véhicule? Et allons carrément dans le vif du sujet. Concrètement, comment est-ce qu'on peut passer à la 6ème République? Déjà, il faut débrancher la 5ème. Et pour ça, il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est la méthode plus légale, celle qui passe par les institutions actuelles. Donc c'est-à-dire que le président de la République, il peut utiliser l'article 11 de la Constitution pour organiser un référendum. Il poserait directement la question aux Français, est-ce que vous acceptez de convoquer une assemblée constituante pour fonder une nouvelle république? Et donc si le oui l'emporte, la 5ème République s'arrête et un nouveau processus de rédaction commence. Mais il y a aussi une autre vision qui est peut-être un petit peu plus radicale ou moderne, qui est portée par la constitutionnaliste Eugénie Merriot. C'est la méthode populaire et l'idée c'est que si on demande aux politiciens actuels de réécrire les règles, ils vont forcément essayer de garder un petit peu leurs avantages, tu vois. Et donc pour casser cette logique, on pourrait créer une convention citoyenne pour la Constitution. Un peu dans le même délire, je sais pas si tu t'en souviendras, en 2019, il y avait eu une convention citoyenne pour le climat. En gros, on a pris 150 Français qui sont tirés au sort, donc qui se connaissent pas, et qui étaient pas des professionnels de la politique. Et en quelques mois, après avoir écouté des experts, etc., ils ont réussi à se mettre d'accord sur 149 propositions concrètes. Et donc l'idée, ce serait tout simplement de faire ça pour la création d'une nouvelle Constitution. On imagine des citoyens tirés au sort, représentatifs de la France d'aujourd'hui. Et là, pour le coup, l'enjeu serait quand même
assez important parce que ce serait un peu l'occasion de sortir des vieilles logiques de parti pour que le peuple se réapproprie vraiment le système. On serait plus des électeurs mais les bâtisseurs un petit peu de la démocratie, de la future démocratie. Donc bon, une fois qu'on a dit tout ça, ce serait pas mal de savoir à quoi ressemblerait ce nouveau système justement. Parce que si on écoute les partisans de la 6ème République, l'objectif c'est de désacraliser le pouvoir. Et pour ça, on se baserait sur 4 piliers de ce portrait robot. Le premier pilier, c'est le président arbitre. En gros, c'est fini le monarque républicain. Dans cette nouvelle configuration, on retire au président ses armes de pression. Donc ça veut dire qu'il n'a plus le droit de dissolution à l'Assemblée et plus d'article 49.3. Le président, ce serait plus celui qui commande tout, mais celui qui veille au respect des règles. Un peu comme le président allemand ou italien. Parce que oui, en Italie, on parle beaucoup de Giorgia Meloni, mais en vrai, c'est pas elle, la présidente de la République. C'est Sergio Mattarella. Mais nous, on le voit quand même beaucoup moins parce que voilà, il est davantage en retrait pour un président. Et là, ce serait à peu près sur le même principe. Le vrai pouvoir de décision reviendrait au Parlement. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la proportionnelle intégrale. C'est peut-être le changement le plus attendu pour redonner vraiment du poids à tous ceux qui votent. Pour comprendre, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre système, il est majoritaire. Donc, visualise-toi une élection législative dans ta ville. Le candidat A, il obtient 51% des voix et le candidat B en obtient 49%. Et donc le résultat, c'est que le candidat A devient député et part à l'Assemblée et le candidat B, lui, il a rien. Les 49% de citoyens qui ont voté pour lui, ils sont tout simplement pas représentés. Si ce scénario se répète dans toute la France, il y a un parti qui peut récolter des millions de votes au niveau national, mais par contre se retrouver avec quasiment aucun siège à la fin. Et là, avec la proportionnelle intégrale, on change de logique. On regarde plus qui gagne dans chaque petite ville, mais le score total au niveau national. Donc si un parti récolte, 15% des voix sur toute la France, il obtient mathématiquement 15% des sièges à l'Assemblée. Donc ça veut dire que c'est la fin du sentiment de se dire ah en fait mon vote il a servi à rien quoi. Mais attention, parce que si sur le papier ça donne grave envie, en réalité ça change tout. Avec ce système, ce serait presque impossible qu'il y ait un seul camp qui obtienne la majorité absolue. Donc ça forcerait les politiciens à faire ce qu'ils détestent le plus aujourd'hui, c'est-à-dire s'asseoir autour d'une table pour négocier et apprendre la culture du compromis. Et donc ensuite, le troisième pilier de notre portrait robot, c'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. De manière très résumée, ça consisterait à redonner la parole directement aux Français entre deux élections. Le RIC permettrait aux citoyens de proposer eux-mêmes une loi ou d'en abroger une si ils ont réussi à récolter suffisamment de signatures. Donc plus besoin d'attendre le bon vouloir du président pour s'exprimer sur un sujet majeur. Et enfin, le quatrième pilier, c'est la suppression de l'article 16, les pleins pouvoirs. Alors c'est un point un peu plus technique. En gros, l'article 16, faut que tu vois ça comme l'héritage direct du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui permet au président, en cas de crise extrême comme une invasion ou une insurrection, de prendre seul toutes les décisions sans passer forcément par le Parlement. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs exceptionnels. Et dans l'histoire, il n'a pas été utilisé beaucoup, qu'une seule fois d'ailleurs, par le général de Gaulle en 1961, au moment du putsch des généraux à Alger. Et aujourd'hui, cet article, il est perçu comme un vestige plutôt dangereux. Le problème, c'est que les critères pour l'activer, ils sont assez flous. Parce qu'en vrai, qui décide qu'une menace est assez grave pour suspendre la démocratie? Pour les partisans d'une 6ème République, donner les clés de toutes les institutions à un seul homme, ça relève de la folie. Et donc le supprimer, c'est s'assurer qu'aucun président, quel qu'il soit, ne puisse un jour légaliser sa propre dérive autoritaire sous prétexte d'un état d'urgence. Alors, au bout du compte, cette 6ème République, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Pour trancher, il faut confronter deux visions qui s'opposent au sommet du droit constitutionnel. D'un côté, il y a la vision portée par Eugénie Merriot. Son argument, il est plutôt simple. Pour elle, une constitution, c'est pas un texte sacré, justement. Il faut le voir plus comme un contrat social. Sauf que ce contrat, il a été rédigé en 1958 par une génération qui est plus là aujourd'hui pour répondre à des problèmes qui sont plus les nôtres actuellement. Et pour elle, la 6ème République, c'est le seul moyen de créer une démocratie durable. Pour la simple et bonne raison qu'en changeant les règles, notamment avec la proportionnelle, on force les politiques à sortir de la guerre permanente. Parce que si personne n'a la majorité absolue, le compromis,
c'est plus une option à laquelle on décide d'adhérer ou non. C'est une obligation vitale pour que la France continue de tourner. Mais de l'autre côté, on a le juriste Jean-Philippe Morel qui tire un petit peu la sonnette d'alarme et son argument à lui, c'est le danger de la tabula rasa, faire table rase du passé. Morel rappelle un fait historique, c'est que si la Ve République a été créée, de manière si rigide en tout cas, c'est parce qu'avant, en 1958, sous la 4e, les gouvernements tombaient en moyenne tous les 6 mois. Donc le risque pour lui, c'est que en cassant tout sans avoir vraiment d'alternative ultra solide, c'est qu'on retombe dans une instabilité comme celle de l'époque. Donc en gros, pour Morel, changer de texte, c'est ok, pourquoi pas, mais en réalité, c'est pas ça qui va changer les hommes. Si les politiciens actuels, ils savent pas discuter sous la Ve République, ils seront pas plus sages sous la 6e. Donc tu l'as compris, c'est là toute la difficulté. Le risque, c'est de vouloir quitter ce qu'on pense être l'enfer actuel pour un paradis, mais qui est théorique, sans réaliser que le chemin entre les deux, il est et restera semé d'embûches. Parce que passer à la 6e République, c'est aussi accepter une période de transition où tout peut basculer. C'est rendre la France fragile, le temps qu'elle se réadapte, sauf qu'à côté, les autres pays, les puissances mondiales ou même les conflits géopolitiques, ils vont pas attendre que la France sorte de cette fragilité justement. Et ça, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Bref, tout ça pour dire, au final, cette 6e République, bonne ou mauvaise idée? Pour être honnête, j'ai pas de réponse vraiment toute faite à te donner. Déjà parce que je suis pas politicienne, mais surtout parce que dans le climat actuel, en fait, il y a tout qui peut basculer d'une minute à l'autre. Que ce soit pour les municipales qui arrivent dans quelques jours ou pour les présidentielles dans quelques mois. On est dans une période où clairement chaque décision peut tout bouleverser, mais en tout cas, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que l'important, c'est quand même de rester curieux, donc garde les oreilles ouvertes sur ce qui se passe, et surtout, va voter. C'est super important. C'est le seul moment où, peu importe la version de la République, le système est obligé de nous écouter. En fait, c'est notre seul vrai levier pour décider si on continue comme ça ou si on tente le grand saut, quoi.